Pourquoi est-ce si difficile de retourner sur la Lune? Non mais c'est vrai, les derniers atterrisseurs finissent couchés, finissent par exploser ou s'écraser, et ça, que ce soit des États-Unis ou au Japon, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, on a réussi à y envoyer des humains. Parce que c'est vrai, quand on repense au programme américain Apollo, aux sondes Surveyor, ou même au soviétique Luna, on aurait tendance à se dire que la technologie nous a rendus étrangement bien nuls. Mais c'est le cas, et pourquoi est-ce que cela semble si difficile de retourner sur la Lune? Et est-ce qu'au final, ça l'a une seule fois été? Eh bien ça, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi que liker, commenter et partager cet épisode, bref, vous connaissez la suite. Le 8 janvier 2024, une fusée Vulcan décollait de Cap Canaveral, emportant l'atterrisseur lunaire Peregrine. Développé par l'américain Astrobotics, tous les projecteurs sont alors braqués sur lui. Il est le premier atterrisseur robotisé américain à viser la Lune depuis Surveyor 7 en 1968. Ah bah ça date. Mais si Surveyor 7 allait être un succès, Peregrine allait être tout l'opposé. Rapidement après le lancement, une fuite de carburant apparaît et l'atterrisseur ne réussit jamais à atteindre la Lune. Et disons-le, il n'est pas le seul à avoir souffert de déboires. Quelques jours seulement après le lancement de Peregrine, c'est l'agence spatiale japonaise qui tente le coup. Son atterrisseur Slim, lancé quelque temps plus tôt, doit entre autres réaliser le premier alunissage de haute précision en se posant à moins de 100 mètres de sa cible. Si au final il touchera le sol à 55 mètres de son but, le résultat reste mitigé. En pleine descente, avant de se poser, un des deux moteurs a visiblement explosé et on le voit même tomber sur certaines images. Au final, et avec une chance insolente, Selim se posera couché dans une position limitant fortement les communications, mais vivra presque 3 mois au lieu des 2 semaines espérées. Plus tard, en février 2024 et février 2025, on vit aussi les lancements des atterrisseurs Nova C d'Intuitive Machines, qui finirent tous les deux couchés sur la Lune. Là aussi, ça limite grandement leur capacité et au final, ils ne fonctionnèrent que quelques heures et quelques jours pour le premier. Et attention, les échecs n'ont pas lieu qu'aux États-Unis. L'Inde échoua à faire se poser son rover Vikram sur la Lune lors de Chandrayaan 2 en 2019, avant de réussir avec Chandrayaan 3 en 2023. La même année, la Russe Luna 25 allait s'écraser à cause d'un bug de son logiciel qui a mal calculé son altitude. Et si on compare au succès resplendissant des années 60 et 70 qui ont quand même culminé avec Apollo, ça peut laisser dubitatif. Et là, on touche le centre du problème. En fait, on retient surtout le bon de cette période, comme c'est un peu le cas pour la musique ou les films. Et là, je vais faire une petite comparaison qui va vous sembler un peu bête de ma part, mais vous allez voir, ça a du sens. Car évidemment, on n'est pas sur le même niveau technologique, mais entre 1963, la première tentative, et le premier alunissage robotisé avec Luna 9 en 1966, ce sont en tout 11 échecs qui auront lieu. Et je ne parle que pour le côté soviétique. Du côté américain, les efforts commencent en 1962 avec les sondes Ranger 3, 4, 5 et 6, et seront un échec sur les 2 ans de tentative. Il faudra en effet attendre Surveyor 1 en 1966 pour que les États-Unis ne décrochent enfin la Lune, avant d'échouer avec Surveyor 2 quelques mois après. En fait, on remarque que se poser sur la Lune, c'est un processus assez compliqué, et ce depuis le début. Mais bon, on devrait avoir appris à le faire, non? Et comment ça se fait qu'Apollo ait été un sans faute? Eh bien, c'est un peu compliqué, mais j'y arrive. Pour les sondes robotisées, l'explication est un peu comparable à pourquoi ne peut-on pas refaire le matériel d'Apollo. On a su le faire, c'est un fait. Mais il faut vraiment savoir que c'était des appareils particulièrement limités, et ça sur plein d'aspects. C'est pour ça que les refaire aujourd'hui, ce ne serait pas strictement impossible d'un point de vue logistique, mais ce serait surtout particulièrement inutile. Pas tant qu'on ait perdu les plans, c'est une légende urbaine, comme le gag des enregistrements d'Apollo perdus aussi d'ailleurs, mais surtout que l'intérêt serait assez nul. Les communications étaient lentes, et les appareils que les sondes embarquaient ne pouvaient nous fournir que des connaissances réduites. Or, aujourd'hui, quand un atterrisseur se pose, on transmet littéralement des milliers de fois plus de données. Les instruments sont spécialisés, pointus, transmettent des infos bien plus complètes, et tout ça, ça a un effet. Regardons par exemple Blue Ghost de Firefly Aerospace, dont j'avais suivi avec vous les aventures en début d'année. En tout, ce ne sont pas moins de 119 gigas de données qu'il transmet à la Terre en seulement 2 semaines, dont une cinquantaine de données scientifiques brutes. On compte là-dedans des images en HD pour analyser la trajectoire des poussières lunaires soufflées par les moteurs, des caméras embarquées, une sonde qui mesure finement la température jusqu'à 2 ou 3 mètres de profondeur, et encore une flopée d'instruments.
À côté de ça, des sondes comme Surveyor étaient assez limitées et un peu plus primitives, même si attention, elles restaient de beaux exploits pour l'époque. Doté d'une caméra de télévision, Surveyor 3 allait juste gratter et photographier le régolithe pour en comprendre la texture et la composition. C'était d'ailleurs une étape importante pour Apollo aussi. Et bien qu'elle ait retransmis en tout plus de 6000 images, ça reste très peu comparé aux dizaines de milliers d'images qui forment ce genre de vidéo de Blue Ghost. Mais ce qui change et qui fait encore une plus grande différence, c'est qui va sur la Lune et pourquoi. Aujourd'hui, ce sont en effet surtout des entreprises privées qui sont payées par leurs clients, que ce soit la NASA, d'autres entreprises, des universités, des artistes ou n'importe quelle autre entité, pour déposer une charge sur la Lune, qu'elle soit scientifique ou symbolique. Et si évidemment ces entreprises bénéficient souvent de l'expertise de la NASA, elles doivent quand même tout réinventer et repartir de zéro. Rappelons d'ailleurs aussi que la majorité de ceux qui ont travaillé sur les sondes lunaires, eh bien, ils sont aujourd'hui à la retraite, si pas décédés malheureusement. Et c'est encore plus crucial que de la fabrication des réservoirs où une seule fuite peut être fatale, au système de communication, guidage, etc., tout doit être réinventé. Et si le fait même de se poser sur la Lune est assez simple, c'est pas pour rien que les primitifs ordinateurs des années 60 en étaient capables, rien n'est pareil. On rajoute des caméras qui détectent les obstacles et qu'il faut prendre en compte. On vise des zones ultra précises, on se pose sur des terrains bien plus accidentés. Les entreprises sont souvent en terrain inconnu, et évidemment ici, hors de question de partager une expertise précieuse avec la concurrence. Quant aux agences spatiales, comme la chinoise qui brille par une suite de succès assez phénoménal avec son programme Tiange, c'est aussi une autre histoire. Ce sont des programmes qui progressent entre guillemets lentement, étape par étape, et demandent aussi des investissements colossaux que des startups ne peuvent s'offrir. Et les erreurs de ces startups sont parfois simples. Réservoir mal fabriqué, oubli d'allumer un instrument de navigation avant le lancement. Aller sur la Lune, c'est difficile, et les échecs tant présents que passés nous le rappellent. Enfin, pas tout à fait. Vous vous souvenez de la question d'Apollo? Eh bien, j'y arrive. Parce qu'Apollo, disons-le, c'était un cas à part. Déjà, les ordinateurs de bord ne faisaient pas tout. Alors, petite parenthèse, mais ceux qui disent que les ordinateurs étaient incapables d'envoyer des humains vers la Lune, sachez qu'il y a quelques années, un particulier a mis la main sur un exemplaire, et il a été restauré et a démontré la capacité qu'il avait à faire le job. Mais bref, la vidéo est en anglais, mais elle sera en description. Car malgré tout, sur les 600 derniers mètres de la descente, c'était un humain qui pilotait le LEM, à savoir la partie atterrisseur du train lunaire. Les systèmes ne permettent en effet pas de détecter et éviter les obstacles. Alors, dans le cas des sondes Surveyor par exemple, ce n'était pas trop un problème. Elles visaient des zones assez plates et étaient elles-mêmes assez basses pour pouvoir se poser de travers sans se coucher. Ça permet de garantir une réussite, même si la sonde se pose en théorie un peu n'importe comment. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle visait des zones très simples, où le terrain est déjà de base assez lisse. Mais même si on se pose dans le même type de terrain avec des humains à bord, et avec l'objectif de les faire revenir sur Terre et donc de redécoller, il ne faut pas l'oublier, eh bien, c'est différent. C'étaient donc des humains qui pilotaient lors de cette étape pour éviter les obstacles par exemple, comme un gros rocher ou un petit cratère, et pour le coup, le taux de réussite de 100% s'explique. Les astronautes avaient des années d'entraînement derrière eux, y compris sur des véhicules simulant le LEM et sa maniabilité sur Terre. Et d'ailleurs là, il y a eu de jolis accidents sans conséquence heureusement, si ce n'est la perte des véhicules. Alors oui bien sûr, le programme Apollo a été une réussite éclatante, mais aujourd'hui on retient surtout le meilleur, et on a tendance à oublier par exemple le quasi-drame qui s'est joué lors d'Apollo 13, où une explosion dans le module de commande avait fait frôler la mort aux astronautes et forcé à retourner sur Terre sans se poser sur la Lune. Là encore, on oublie aussi un peu trop facilement le drame qui vit le décès des 3 astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee lors d'Apollo 1. Ce drame vit en effet la capsule dans laquelle se trouvaient les astronautes s'embraser, sans espoir de les sauver, provoquant d'ailleurs une révision en profondeur de la capsule d'Apollo. Alors au final, eh bien, je crois qu'on peut dire qu'aller sur la Lune n'a jamais été une tâche facile, au contraire même. À travers l'histoire, les sondes comme les astronautes qui ont péri ou frôlé la catastrophe en tentant de la rejoindre sont nombreux, et malheureusement, eh bien, ça fait partie de l'histoire de la conquête spatiale, même si c'est évidemment une partie de l'histoire qu'on a hélas un peu trop tendance à oublier. Alors surtout, n'oublions pas, et comme le disent nos voisins d'outre-Atlantique, Space is hard. À bientôt pour de nouvelles doses d'espace.